Alors, en fait, j'ai eu un peu de mal à trouver une figure inspirante parce que finalement, tout à l'heure, je parlais d'influence, mais on en a quand même pas mal d'inspiration, heureusement d'ailleurs. Et à travers les lectures d'abord, ensuite les rencontres, eh bien, c'est ça qui va nous nourrir, qui va nous construire aussi, scientifiquement, mais pas seulement, je vais en parler après. Et à partir de là, c'est vrai que je me suis dit: «Tiens, pour aujourd'hui, de qui j'aimerais bien parler?» Alors j'ai choisi Philippe Mérieux parce que j'étais en contact avec lui il y a pas très longtemps et je me suis dit: «Waouh, il a une jolie carrière, il a fait beaucoup de choses» et donc j'ai intitulé, mon propos, donc Philippe Mérieux, un pédagogue et un chercheur. Parce que finalement, quand on lui demande lui-même de se définir, il se définit d'abord comme un pédagogue, systématiquement et après, voilà, il dira qu'il fait de la recherche, mais voilà, c'est sa première entrée, sa première définition et moi je le qualifierais d'inspiré parce qu'il l'est lui-même et d'ailleurs il cite aussi ses sources d'inspiration et pour moi il est extrêmement inspirant et d'ailleurs même avant que je n'arrive, dans l'enseignement supérieur, déjà à ce moment-là, il m'avait fortement inspirée donc c'est voilà, je vais commencer donc, par, alors est-ce que ça se défile? Non, oui, quelques jalons et finalement alors il a beaucoup écrit, il a un grand parcours, un parcours très long, très dense, donc j'ai choisi quelques éléments, quelques jalons, voilà, parce que parce que je pensais que ça avait du sens aussi par rapport à mon propre parcours. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec vous à travers 4 verbes: apprendre, éduquer, relier, alors c'est pas lui qui le dit, ça c'est plutôt moi, et humaniser. Et là, c'est un des derniers verbes que lui-même utilise. Alors, apprendre, c'est vraiment son entrée, quoi. C'est vraiment une question que lui-même va se poser, et sur laquelle il va, longtemps, beaucoup travailler. C'est-à-dire que c'est une source apprendre, à la fois c'est un processus, mais c'est aussi une source inépuisable voilà, de recherche, d'expérimentation, de tests et on voit qu'il va s'autoriser, lui, s'autoriser à tester, des façons de travailler, des façons de se comporter aussi parce qu'il y a ce que l'on transmet, mais il y a aussi qui l'on est, ce que l'on donne à voir finalement aux autres et ce que j'ai beaucoup apprécié dans son parcours, c'est que jusqu'au bout quasiment, hein, il a toujours gardé, une classe avec des élèves et notamment aussi, à la fin en lycée professionnel où il avait parfois du mal à concilier son propre emploi du temps avec, l'emploi du temps de la classe, mais il allait faire court. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu perdre pied et tout à l'heure on parlait de surplomb, il n'a jamais voulu avoir cette position en surplomb et donc pour ne pas être en surplomb, il fallait qu'il continue d'être en lien direct avec des réalités, professionnelles, directes, hein, avec des élèves, avec des jeunes. Alors, ses premiers travaux, eh bien, il les consacre à donc apprendre et aussi, j'allais dire, éduquer ou apprendre à apprendre ou éduquer à apprendre. Parce que là aussi, on a l'impression qu'apprendre, alors ça peut être apprendre par cœur, ça peut être apprendre, de soi, des autres et tout ça finalement, derrière ce terme-là, eh bien, c'est très polysémique, c'est très vaste et chacun peut le décliner, à sa façon en fonction, ben, de ce qu'il a envie d'y voir et lui va d'abord, s'interroger sur, apprendre, mais apprendre, moi, élève parmi d'autres élèves. Et donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir à partir de là, d'observer, d'analyser quelles sont les interactions, entre eux, les jeunes. Alors j'ai mis entre pairs parce qu'il a surtout travaillé sur le milieu scolaire, mais pas seulement il a un ancrage très fort en éducation populaire. Et donc, les interactions entre pairs, donc des jeunes qui sont en situation scolaire, dans les apprentissages et à partir de là, eh bien, il va observer aussi comment le jeune se comporte individuellement, mais aussi comment il va se comporter, comment il va se mettre au travail d'une certaine façon, quand il va être avec d'autres. Donc en groupe. Alors ça, soit c'est le jeune tout seul, le jeune au sein d'un collectif, donc qui va être peut-être potentiellement observé par ses pairs et le jeune en interaction avec d'autres et là, on voit qu'il y a différents niveaux, différents
différentes strates finalement d'analyse qui sont tout à fait intéressantes. Hem, Travailler ensemble, en fait, il va se rendre compte, pour l'avoir expérimenté, de nombreuses fois, que, eh bien, ça permet de trouver des points d'appui aussi, et notamment pour des élèves qui ont parfois des difficultés, qui se sentent assez mal à l'aise avec, les savoirs, l'ensemble des savoirs, des apprentissages, de se sentir aussi soutenus, de se soutenir mutuellement quand quelqu'un a mieux compris, plus vite compris, eh bien, il va pouvoir, venir en soutien, en appui à ses copains. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir de là, eh bien, les jeunes vont apprendre, grâce au savoir, à partager. Partager leur savoir, leur compréhension finalement, des différents types d'apprentissage, et ils vont aussi donc partager et aussi construire ensemble. C'est-à-dire que là, on retrouve ce qu'on connaît actuellement sur, notamment enfin ce qui se développe notamment, dans le monde managérial sur l'intelligence collective, hein, et c'est vrai qu'à plusieurs, on pense différemment et on a une pensée plus élaborée, plus riche, plus étayée, et ça, c'est quelque chose qu'il va lui-même observer très tôt. Alors, on voit que finalement, à partir de là, le progrès individuel, ça c'est moi qui résume un peu sa pensée, va passer par le collectif. Et ça, c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a un lien très fort entre, qui l'on est et qui l'on va devenir, comment on va pouvoir avancer, se transformer grâce à un collectif. Et bien sûr, ce collectif, il s'agit de l'organiser. Hein. Ce n'est pas juste un collectif naturel qui va se mettre en place de cette manière-là, mais plutôt un collectif structuré avec aussi un cadre pour pouvoir évoluer et, dans le respect mutuel, par exemple, pour que chacun puisse s'y retrouver. Alors, à partir de là, on voit qu'aussi, très logiquement, il s'est intéressé, Philippe Mérieux, à la pédagogie différenciée. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit que, il était vraiment très important pour chaque élève, qu'il puisse accéder au savoir. Ça, c'était c'est extrêmement important. C'est le passage obligé, hein, parce que le savoir, eh bien, c'est émancipateur. Mais en même temps, on voit que, l'appropriation des savoirs, elle est très différente d'une personne à l'autre. Ça ne veut pas dire, et ça, il le dit très bien, c'est pas un problème d'intelligence, c'est pas un problème de désajustement, enfin, c'est vraiment un problème d'appropriation, et cette appropriation, elle est très subjective. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça remet en question, la notion, de performance, d'échec, et c'est revisité justement, à travers, un processus, on va dire, performatif qui est possible pour chacun. Chacun a son rythme, mais en tout cas, chacun peut avancer. Et ce qui est tout à fait aussi intéressant, je parlais du coup, aussi d'accès au savoir, et en reliant tout cela avec de l'émancipation, eh bien, cette appropriation des savoirs conduit à l'exercice outillé, donc là, éclairé, outillé de la citoyenneté, c'est-à-dire d'une participation, à la vie, à la vie, en société. Alors, apprentissage et citoyenneté, donc là, à chaque fois, je mets quelques références d'un ouvrage, voilà, un peu marquant. Heu, c'est se confronter soi-même à des situations d'apprentissage, et l'idée, c'est de faire l'expérience que j'ai appelée l'expérience de l'épreuve. C'est s'éprouver en tant qu'individu, en tant que, voilà, personne, mais personne apprenante, et on voit que pour chaque personne, chaque élève, donc chaque jeune, eh bien, l'épreuve, et pour nous aussi d'ailleurs, constitue un défi personnel qu'il s'agit de surmonter. Mais comme on ne travaille pas seul, eh bien, apprendre ensemble, ça va permettre, grâce notamment à la coopération, eh bien, de rendre les épreuves supportables. Et ça, c'est tout à fait aussi intéressant. C'est-à-dire, les épreuves, bien sûr, ce sont autant voilà, parfois d'obstacles à surmonter, mais parce qu'on est, j'allais dire, accompagné, aidé, soutenu par la communauté, par les autres, les pairs, et aussi par les enseignants, hein, les éducateurs, eh bien, ces obstacles sont tous surmontables. Apprendre, oui, mais comment? Donc là, voilà, l'illustration d'un de ces ouvrages, hein, qui est paru chez ESF. D'ailleurs, directeur de publication, dans cette collection, enfin, chez cet éditeur, et c'est vrai qu'il publie beaucoup d'ouvrages, qui sont en lien avec, les apprentissages, donc chez ESF. Alors,
aussi, éduquer donc pour former, hein, et pour se transformer et pour se transformer. J'aurais pu ajouter finalement je les ajouterai après, se former, se transformer et former, transformer. Ça dépend finalement si on est du côté de l'éducateur, de l'enseignant ou si on est du côté finalement des apprenants. La formation à la citoyenneté, eh bien, c'est aussi un apprentissage, qui est incontournable dès lors que on vit avec d'autres, dans un groupe social et l'idée, eh bien, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions, participer, à la vie de notre espace dans notre espace social et ça, c'est extrêmement important. Alors, en même temps, participer, alors en étant outillé par des savoirs, mais aussi en ayant quand même toujours à l'esprit que et ça Philippe Mérieux insiste beaucoup, c'est que ça se fait pas de manière, débridée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à chaque fois des droits et des obligations et c'est le cadrage finalement juridique, et notamment, ça va amener Philippe Mérieux à travailler, à interroger la notion de discipline et de sanction et c'est tout à fait intéressant de voir, eh bien, comment il va décliner tout cela et là, je m'inspire donc d'un autre ouvrage, qui est, Le choix d'éduquer. Alors ça a été vraiment, là pour le coup, un livre, enfin, très marquant, dans mon parcours et d'ailleurs il constitue même d'ailleurs le titre, hein, d'un chapitre, que j'avais écrit dans mon dossier d'habilitation et ça a été vraiment très marquant parce qu'en fait, ce livre, je l'ai découvert il y a longtemps, avant même d'entrer dans l'enseignement supérieur, lorsque je suis devenue conseillère principale d'éducation. Et quand j'ai préparé le concours que j'avais préparé toute seule, j'étais allée me nourrir un peu des ouvrages de l'époque et j'ai découvert Le choix d'éduquer. Et alors là, ça a été vraiment une grande source d'inspiration parce que dans ces différents chapitres, d'une manière extrêmement dense mais très succincte, il nous offre des pistes de réflexion et des pistes d'action. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, finalement aussi dans l'ensemble de ses ouvrages, c'est qu'à la fois Philippe Mérieux, il réussit à nourrir notre imaginaire éducatif, à notre réflexion sur l'éducation, ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle devrait parfois, ce qu'elle devrait être. Voilà, c'est peut-être quelque chose de prescriptif aussi et en tout cas, en nous ouvrant, un champ des possibles, eh bien, il nous engage aussi à, ne pas rester, immobile, à ne pas rester statique et à prendre notre part finalement, dans, ce processus d'éducation. Donc j'ai vraiment apprécié ce livre parce que je débutais à ce moment-là ma carrière et conseiller principal, ça c'est une appellation historique, d'éducation. Donc il y a quand même une responsabilité et aussi le sens de la mission qu'il s'agissait de développer et ça vraiment, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a vraiment c'est vraiment un livre d'ailleurs que j'ai toujours, près de moi, qui m'a aussi accompagnée, dans mon parcours et qui finalement m'a jamais quittée. Alors, autre ouvrage que j'ai trouvé extrêmement intéressant, alors il n'est pas que de lui, mais il l'a coordonné, c'est la question du lien. Alors le lien avec, autrui, le lien aussi avec la question des familles et on voit notamment, j'ai été amenée là depuis quelques années à travailler, sur, les réticences des familles notamment, qui ne souhaitent pas, enfin qui n'ont enfin qui sont ouais, une réticence forte à scolariser leur enfant, notamment sur la première scolarisation. Malgré finalement le fait que maintenant la scolarisation, enfin l'instruction en tout cas est passée à 3 obligatoire à 3 ans et certaines familles sont très réticentes et alors il y a un lourd passé ou passif, c'est-à-dire que Dubé avait expliqué qu'il y avait, enfin Dubé, de Saint-Exupéry et cetera, qu'il y avait un malentendu. Alors c'est plus qu'un malentendu, c'est parfois même, une réticence tellement forte que voilà les parents, sont dans la suspicion, hein, certains et parfois même dans l'hostilité et donc lui, son travail finalement à Philippe Mérieux, c'était de poser, bah, finalement les éléments de la réflexion, hein, faire une espèce d'état des lieux et après de diagnostic et à partir de là, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait pour réconcilier les parents avec l'école, enfin ou en tout cas, rétablir un lien. Repenser à partir de là la relation à la famille, non pas en invitant les familles à l'école, bon ça se fait, régulièrement, mais en leur donnant une vraie place. C'est-à-dire une place, avec, enfin, j'allais dire respect et dignité et ça, c'est très important et pas une place, j'allais dire, qui soit, uniquement dans une asymétrie qu'on connaît, hein, qu'on retrouve aussi parfois entre les profs et les élèves.
mais plutôt là une relation, une complémentarité finalement entre ce que peuvent apporter les familles et ce que, aussi, de leur côté, les professionnels de l'école peuvent aussi apporter. Donc voilà, la grande explication, on s'explique d'une manière, sereine et bien sûr, déconflictualisée pour se mettre d'accord, c'est ça. Parce que finalement, ce qu'on vise, eh bien, c'est le jeune, c'est son développement et que ce soit un développement harmonieux, pas que ce soit une construction personnelle qui s'appuie sur tout un tas de dysfonctionnements, de malentendus et ça, c'est extrêmement important. Alors je terminerai, voilà, enfin, sur un des derniers ouvrages là, de Philippe Mérieux, enfin dernier ouvrage, qu'il a écrit en fait en dialogue avec, Abdenour Bidar, qui est paru, là, il y a en octobre, donc c'est très récent et je l'ai avec moi d'ailleurs, c'est pas mon livre de chevet, mais c'est mon livre de travail. Grandir en humanité. Alors ça me parle aussi. Parce que, bah, ça me parlait déjà parce que, depuis quelques années, je travaille de plus en plus sur la médiation, hem et à travers la médiation, c'est des compétences liées à la médiation, c'est-à-dire aussi, les pratiques, de communication non violente. La communication non violente, comment est-ce que justement on peut, chacun d'entre nous contribuer à, limiter les conflits, en tout cas déconflictualiser les relations sociales. Ça m'intéresse vraiment beaucoup et quand j'ai découvert ce livre, enfin je savais qu'il allait paraître, hein, j'ai trouvé, que c'était extrêmement voilà, ça correspondait vraiment à ce que j'essaie aussi finalement modestement, enfin dans mon secteur d'activité en éducation de défendre. Alors ça veut dire éduquer donc pour humaniser. C'est pas juste de l'éducation, alors j'ai parlé des apprentissages, j'ai parlé de la relation à l'autre et de la relation à soi d'ailleurs, mais c'est aussi à partir de là, on voit voilà, c'est restaurer la dignité humaine. Alors, dans l'ouvrage, on voit que finalement, il y a d'abord la question, du vivre ensemble, mais aussi vivre chacun décemment. C'est-à-dire, pouvoir, exister, enfin, vivre quotidiennement sans être dans le dénuement, le besoin, la précarité. Parce qu'on sait que la précarité a forcément une influence négative sur sa capacité à être citoyen, sur sa capacité à pouvoir interagir avec autrui et à vivre, j'allais dire, dans une relation sereine à autrui. Voilà, donc cette décence, elle est vraiment importante à remettre au goût du jour. Alors c'est vrai, il y a de la lutte contre la grande pauvreté, mais derrière ça, on voit que, toute cette précarité, eh bien, ça crée une précarité sociale, personnelle, psychologique, une grande fragilité et là, il y a vraiment du travail à faire, pour, restaurer en fait, voilà, cette humanité. Repenser notre relation à l'altérité. Alors ça aussi, c'est là, ils font un constat tous les 2 que, dans leur dialogue, que voilà, il y a quand même une radicalisation de la pensée, on est dans des situations de crise, voilà, qui sont il y en a eu d'autres par le passé, mais là, les crises, en fait, cristallisent, un certain nombre de positions très dures, et ces positions très dures, finalement, rejettent sur l'autre enfin, on cherche, un bouc émissaire et là, je parle sous contrôle de Rémi, mais on cherche un coupable, un responsable pour ne pas peut-être assumer les difficultés parce que c'est trop lourd et donc heu et donc c'est l'idée, c'est vraiment de repenser voilà, notre relation à l'altérité avec, nos moyens, nos ressources, peut-être justement en s'appuyant aussi, sur le collectif. Promouvoir le respect mutuel, alors ça, bah, oui, comment on s'y prend? Et c'est vrai que dans, le livre, sur éduquer, on retrouve cette question du respect. C'est d'abord l'écoute attentive. C'est déjà pas mal. Et puis essayer, avec, empathie, enfin, une certaine empathie d'entrer dans dans les représentations de l'autre, essayer de les comprendre et puis aussi essayer à partir de là, d'agir. Puis le respect de soi, parce que forcément ça va ensemble. Quand on parle de respect mutuel, c'est envers les autres, mais aussi envers soi-même et on voit à quel point aussi certains, portent finalement, atteinte à leur propre personne.
parce qu'il la dévalorise, parce qu'il la déshumanise et ça aussi c'est très inquiétant et là actuellement en travaillant notamment sur ces questions de harcèlement, harcèlement à l'école, eh bien on retrouve cette déshumanisation de l'autre, cette chosification parfois, qui est extrêmement dommageable. Alors pour bien sûr les victimes, mais pour l'ensemble finalement, de la société. Être cohérent, alors ça aussi, ça j'aime bien aussi le rappeler même parfois dans les cours ou dans les conférences. C'est aussi une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, quoi. Parce que dans le déclaratif, on peut dire toujours de très belles choses, hein, et d'ailleurs on obtient sur ce que je suis en train de vous dire, on fait l'unanimité ou presque, voilà, on est tous d'accord, ou on n'en est pas loin. Mais après, dans les actes, là, ça devient un peu plus compliqué, et moi aussi j'ai largement mes imperfections et donc comment est-ce qu'on décline tout cela dans des actes, quotidiens? Dans des petites choses aussi. C'est pas forcément la peine de vouloir être extrêmement ambitieux, mais le tout, c'est de pouvoir, voilà, agir en étant, congruent, en étant cohérent. Agir avec bonté, alors ça, on retrouve moi, c'est plutôt moi qui le dis, mais je pense que je demanderai à Philippe Mérieux si ce qu'il en pense, mais je pense qu'il enfin, je suis pas sûre qu'il soit, hostile, en tout cas, à cette notion de bonté. Ouais, parce qu'il y a assez de méchanceté dans le monde aujourd'hui pour qu'on essaie de rétablir un équilibre et ça manque quand même, de rétablir des équilibres. Alors qu'il y ait de la méchanceté, oui, mais qu'elle soit pas dominante, quoi. Et nous, même dans les discours, des discours médiatiques, on voit quand même beaucoup de choses de malveillance, de négativité. Et là, l'idée, c'est de rétablir un équilibre pour justement refaire société. Et ça, c'est vraiment eux, tous les deux, Abdenour Bidar et puis Philippe Mérieux insistent vraiment sur cette notion de il s'agit justement, en s'appuyant sur toutes ces crises que nous traversons, eh bien, profitons-en finalement, utilisons tout cela comme autant de leviers pour pouvoir penser autrement notre société, la remodeler, hein, la refabriquer avec bah, voilà, tous ceux qui ont envie d'y participer. Donc finalement, et moi je m'y retrouve beaucoup, c'est une perspective qui est extrêmement positive, qui n'est pas naïve, hein, qui est pas naïve. Et Philippe Mérieux a été très critiqué hein, sur toutes finalement ces propositions, parce qu'on dit: ben oui, mais c'est pas possible, oui, c'est l'utopie» et cetera. Bah oui, mais en même temps, il nous faut peut-être des utopies pour pouvoir avancer. Mais c'est pas de la naïveté, non, non, il y a bien sûr une forme de réalisme, mais l'idée, c'est d'avancer ensemble et l'éducation, c'est sûr que c'est certainement voilà, le point d'ancrage qui est le plus important pour nous, pour pouvoir, avancer sereinement. Alors, voilà, pour moi, eh bien, je conclurai là-dessus, c'est une source, mérieux d'inspiration et aussi de respiration. C'est-à-dire que quand à force alors j'essaie de pas de me distancier un peu parfois des médias, du moins des discours, enfin, médiatiques et cetera, même s'il faut se tenir au courant des actualités. Alors, pour justement compenser, toute cette négativité parfois qu'on entend, ben, je reprends, du Philippe Mérieux et là, ça me redonne un temps de respiration et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, je terminerai là-dessus. Bah, merci beaucoup de votre, attention et puis, ben, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.